Salut gang! Vidéo ici pour parler dans le fond de topologie complète. C'est un sujet qu'on m'avait demandé à plusieurs reprises dans le passé. Donc, j'ai une topologie complète où est-ce qu'on va avoir du HSRP, on va avoir du DHCP, on va avoir Spanning Tree qu'on va configurer, on va avoir du routage statique, il va avoir aussi tous les mécanismes de sécurité, donc port security, IP DHCP snooping, IP ARP inspection, tout ça. Fait qu'il y a vraiment, là, c'est une espèce de topo complète sur ce qu'on a vu jusqu'à date. Puis, on va avoir du router on a stick, puis HSIP aussi, comme j'avais mentionné. Fait que, ce que je vais faire dans la vidéo ici, c'est une introduction. On regarde la topo, on regarde comment c'est configuré. Dans la prochaine vidéo, on va aller voir vraiment comment fonctionne plus spécifiquement le HSRP, puis le router on a stick en détail. Puis dans une troisième vidéo, on va parler des mécanismes de sécurité. Et regardons ça. Je vais commencer par faire un petit survol. Fait qu'on a deux PC, un qui est dans le VLAN 10, un qui est dans le VLAN 20. Naturellement, le PC qui est dans le VLAN 10 va être branché à la switch 2 ici, puis le PC dans le VLAN 20 dans la switch 3. On a, si on regarde au niveau de la couche 2, quatre différents VLAN. On a le VLAN 10 qui est pour le PC VLAN 10. On a le VLAN 20 pour le PC dans le VLAN 20. Donc, VLAN 10 et 20, c'est pour les PC. Le VLAN 69, Black Hole, on se rappelle dans les concepts de sécurité qu'on a vus, on devrait toujours mettre les ports non utilisés dans un VLAN bidon qui n'est pas sur les trunks, puis on désactive les ports, tout ça. Fait qu'on a un VLAN qui est pour les ports non utilisés, comme on devrait faire. On ne devrait pas utiliser le VLAN 1 par défaut. VLAN 117, c'est un VLAN que j'ai choisi pour le VLAN natif. Donc, n'importe quoi sauf le VLAN 1 puis 100, c'est les classiques de Cisco. Fait que si tu ne veux pas te faire attaquer, puis si tu veux éviter ou réduire les risques de sécurité, prends pas le VLAN 1. Fait que j'ai pris 117, j'ai pris un numéro qui me tentait au hasard. Puis, le VLAN 100, c'est le VLAN de management que j'ai pris pour les switches. C'est pas l'idéal, je devrais prendre d'autres choses, mais c'était juste plus évocateur pour moi. Fait que si on regarde, j'ai les trois trunks. Fait que j'ai un trunk entre les trois switches où est-ce que j'autorise les VLAN 10, 20 et 100. Pourquoi? Ben, VLAN 10 pour que les PC puissent parler ensemble, puissent aller vers les routeurs, tout ça. 20 aussi. Et VLAN 100, ben, pour que le management se fasse entre plus qu'on puisse avoir un accès management au switch, puis au routeur, tout ça. Donc, VLAN 10, Vincent sont autorisés sur les trunks. Et on a un trunk vers deux routeurs. On a routeur 1 ici et routeur 2 qui vont faire du router on a stick, qui est une des trois méthodes de routage qu'on a inter-VLAN. Donc, on va avoir du router on a stick. On a trois sous-interfaces, une pour le VLAN 10, une pour le VLAN 20 et une pour le VLAN 100. Il n'y en a pas une pour le VLAN 69. Pourquoi? Ben, le VLAN 69, c'est le trou noir. C'est un VLAN qui ne mène nulle part. C'est pour les ports non utilisés. Je ne veux pas faire de sous-interface. Je ne veux pas faire de routage avec ce VLAN-là. Ok? Je veux que ce VLAN-là reste non utilisé et inaccessible. VLAN 117, c'est le VLAN natif. Je n'ai pas besoin de sous-interface pour ça. Fait que vraiment 10, 20 et 5 sont les trois VLAN vraiment principaux utilisés. Donc, j'ai trois sous-interfaces sur routeur 1, trois sous-interfaces sur le routeur 2. C'est les trunks que j'ai de la switch vers le routeur 2. Pourquoi? Rappelle-toi-en, on en a déjà parlé de ça en réseau 3, ceux qui sont en réseau 3 au collège avec moi ou réseau 2. Euh, Si tu fais du router on a stick, tu as besoin d'un trunk. OK? Parce que la switch, elle, si tu ne fais pas un trunk puis tu fais juste un port accès avec le VLAN 10 ou 20 ou 100, ben, il y a juste un des VLAN qui va être capable de passer au travers pour se rendre au routeur. Tandis que si tu fais un trunk puis tu dis j'autorise le VLAN 10, 20, 100, quand tu vas arriver au routeur avec router on a stick, ben, on va être capable de faire le transfert entre les VLAN puis revenir vers les PC. Fait que je te donne un scénario. Si le PC VLAN 10, OK, regarde ma souris, il veut parler au PC VLAN 20. Si j'ai pas de router on a stick puis pas de trunk vers les routeurs qui font du router on a stick, PC VLAN 10 ne pourra jamais parler à PC VLAN 20. Impossible. Pourquoi? Ils ne sont pas dans le même VLAN. Pour transiger entre deux VLAN, c'est ça le concept d'un VLAN, tu as besoin d'un routeur pour être capable de faire le routage parce que tu quittes le réseau. Si PC VLAN 10 et PC VLAN 20 étaient dans le même VLAN, fait que disons qu'ils étaient les deux dans le PC VLAN 10, disons, on invente, ben c'est sûr qu'ils pourraient parler ensemble parce qu'ils sont dans le même réseau. Hein, c'est ça le concept de VLAN, c'est d'isoler les domaines de diffusion et de segmenter les domaines de diffusion. Par contre, si on a des commutateurs stupides, que moi j'appelle, c'est-à-dire des switches niveau 2, des switches de couche 2, des commutateurs de couche 2, ben, tu as absolument besoin d'un routeur ou d'un commutateur multicouche ou un appareil qui va faire le routage entre ces VLAN-là. Sinon, les VLAN ne peuvent pas se parler entre eux.
peuvent juste parler aux appareils du même VLAN. Fait qu'on a besoin de router on a stick, puis on a besoin d'un trunk vers les routeurs. Fait que rappelle-toi de ça. Souvent, dans les cours, c'est important la compréhension. Ben, c'est ça. Si tu ne comprends pas ces choses-là, ça va être difficile. Puis tu vas juste programmer tes routeurs puis tes commutateurs comme un singe. Oui, tu fais n'importe quoi. Puis, OK, trunk, peut-être, pas de trunk, IP helper, je sais plus ce que je fais, monsieur, je suis mélangé. Si tu comprends ce que tu fais, c'est facile, tu n'as même pas besoin de réfléchir. OK? Euh, Moi, je ne fais pas ça tous les jours depuis que je suis prof, mais vu que je comprends, ben, je suis capable de le faire tout le temps sans problème, même si je n'ai pas enseigné le cours réseau 1 ou 2 depuis 5 ans, disons. OK, bon, c'est pas pareil, là, je le sais, là, mais mon point, c'est que c'est important la compréhension. C'est ça le plus important. Donc, ça, c'est le setup en bas ici. Si on regarde sur les routeurs, ben, on a deux liens, un lien série vers un routeur en haut qui s'appelle ISP, puis on a un serveur DHCP. Le serveur DHCP assume le rôle de serveur DHCP et des DNS aussi pour les PC pour le PC VLAN 10 ou pour le VLAN 10 et le VLAN 20, parce que c'est là où est-ce qu'on a des appareils qui veulent des adresses DHCP. Fait qu'on a deux pools DHCP, je peux vous les montrer ici, service DHCP. On a deux pools pour VLAN 20, pour VLAN 10, la passerelle par défaut, c'est 10.0.20.1, 10.0.10.1. On a un serveur DNS, puis on a nos adresses IP. C'est des pools de 100 adresses, donc de 10.0.10, 10.0.20.100 jusqu'à 200. Et on a, dans le fond, c'est ça, deux liens séries dans les réseaux 172.16.10.0 et 4/30. Puis on a un lien Ethernet pour se rendre de ISP vers le serveur DHCP. Là, naturellement, ce qui m'amène au dernier sujet avant qu'on aille explorer un peu plus en détail, si tu regardes le setup actuel, ok, mets pause à ma vidéo après que je te pose la question, réponds-y par toi-même. On va voir si tu as la bonne réponse. Regarde le setup ici. J'ai-tu besoin de faire du routage? J'ai-tu plusieurs réseaux? Si oui, où est-ce que j'ai besoin du routage? Combien de routes est-ce que j'ai besoin? Pose-toi cette question-là. Pause. All right? J'espère que tu as pu répondre à la question adéquatement, mais la question que tu devrais te demander à chaque fois que tu veux faire du routage, tu as déjà vu ça, c'est de la base, c'est niaiseux, là. Hein? Regarde ton réseau. Combien de routeurs j'ai? Chaque branchement d'un routeur, c'est automatiquement un réseau. Dis-toi ça comme ça. Si tu as un commutateur multicouche, c'est un petit peu différent, mais dans ce cas-ci, c'est les routeurs. Combien de réseaux j'ai? Et pour chacun de mes routeurs ou de mes appareils de couche 3, quel réseau est-ce qu'il connaît? Les réseaux qu'il connaît, on peut juste dire on n'a pas besoin de route pour ces réseaux-là, il les connaît. Mais les réseaux qu'il ne connaît pas, il faut des routes. Fait que voici ce qu'on va faire. Je regarde routeur 1. Quel réseau est-ce qu'il connaît? Ben, il connaît le réseau ici 172.16.10.0. Il est branché dans ce réseau-là. Il y a une patte dans ce réseau-là. OK? Il connaît le réseau VLAN 10, 20 et 100. Il y a un branchement dedans. Il y a un sous-interface. Il y a un router on a stick qui se passe. Fait qu'il connaît ces trois réseaux-là. Est-ce qu'il connaît le réseau ici à droite, 172.16.10.4? Ben non, il n'y a aucun branchement. Ce n'est pas directement connecté à lui. Hein, on se rappelle, on a des réseaux directement connectés, locaux ou distants. Locaux, c'est ton interface, c'est direct. Directement connecté, c'est parce que tu as un branchement dans ce réseau-là avec ton routeur, tu fais partie de ce réseau-là. Et autres, ben ça, c'est les réseaux que tu dois ajouter des routes. Fait que là, le routeur 1, de son point de vue, il y a deux réseaux qu'il ne connaît pas. 172.16.10.4 et le réseau du serveur DHCP. J'ai besoin de deux routes statiques si je veux pouvoir rejoindre ces deux réseaux inconnus-là. Ensuite, routeur 2, lui, quel réseau il ne connaît pas? Ben, le même principe. Lui, il ne connaît pas 172.16.10.0 et il ne connaît pas le réseau du serveur DHCP. Fait que j'ai deux routes à faire sur R1, deux routes à faire sur R2. Et le routeur ISP, lui, quel réseau connaît-il? Ben, il connaît le réseau du serveur DHCP, il connaît 172.16.10.0 et il connaît 172.16.10.4, mais il ne connaît pas le réseau du VLAN 10, 20 et 100. Fait que lui, il y a trois routes à configurer logiquement. That's it. OK? Une fois que ça s'est fait, ben là, on est capable d'avoir une communication complète. OK? Fait qu'on va aller faire la configuration de tout ça, puis on va aller voir vraiment le détail de certains des protocoles, mais on va juste toucher vraiment la configuration de base. On ne touchera pas HSRP, puis les DHCP, puis les mécanismes de sécurité, tout ça. On va voir ça dans une autre vidéo. Fait qu'allons voir ça ensemble rapidement. OK, good. Donc, si on regarde ça ici, on peut voir que, euh, comme j'ai dit, commençons par aller voir la configuration qu'on devrait faire sur nos switches. Fait que les switches, là, ça va être simple, la config. Vraiment, là, on ne se casse pas le basic avec ça. Qu'est-ce que je fais? Enable, config,
aller lui donner un nom. Là, j'ai déjà fait la config, mais je vais la refaire. Je vais lui donner un nom à la switch 2. Et là, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est quoi les trucs qui sont importants à faire? Prends-y 2 minutes. Sur ma switch, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fais-toi une liste. Une switch stupide. Une switch stupide, tu n'as pas grand-chose à faire là-dessus. OK? Il n'y a pas grand-chose à faire avec, il n'y a pas d'espoir. C'est con, une switch de couche 2, là. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mes VLAN, les VLAN que j'ai dans ma topo. Il faut que je donne une interface VLAN, interface de management, une adresse IP. Logiquement, là, dans la vraie vie, c'est ça que je ferais si je veux pouvoir la configurer. Je pourrais configurer l'accès à distance. Puis, il faut que je mette une passerelle par défaut. Il faut que je fasse mes trunks puis mes ports d'accès. Ça, c'est si je ne parle pas de sécurité et tout ça. Fait qu'on va aller le faire. OK? Bon, j'ai donné un nom à Switch. Après ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller faire interface F0/1. Je vais aller faire switch port mode access. Hein? Port access VLAN 10. Je vais aller faire mes trunks après ça. Puis je vais aller aussi euh, activer les, créer les VLAN. Fait que là, j'ai pas créé mes VLAN, mais VLAN 10. Je donne un nom. Faire VLAN 20, VLAN 100, VLAN 69, puis VLAN 117. OK? Ou show VLAN, allons voir ça, je vais vous les montrer, ils sont déjà créés. Fait que VLAN 10, PC VLAN 10, VLAN 20, PC VLAN 20. VLAN 69, c'est Black Hole, c'est le trou noir, c'est là où est-ce que j'ai mis tous les ports qui sont pas utilisés. Logiquement, c'est ce que je devrais faire. Puis ensuite de ça, ben, j'ai VLAN 100 qui est Management, VLAN 117 qui est Native VLAN. OK. Tu te rappelles, le VLAN natif, là, avant qu'on aille configurer nos trunks, le VLAN natif, ça sert à quoi? Ça sert à une seule affaire. C'est supporter les appareils de legacy qui ne sont pas capables de supporter l'étiquetage de VLAN ou des vieux appareils ou vieux commutateurs ou concentrateurs. C'est vraiment, vraiment, vraiment turbo méga rare que tu vas avoir à faire face à ça. Fait que techniquement, là, le VLAN natif, on le met, mais on s'en fout un peu dans le sens qu'on veut juste pas que ça soit le VLAN 1 puis mettre un VLAN pas sécuritaire, mais on veut pas utiliser un VLAN qu'on va se servir de à cause des risques de double étiquetage puis de manipulation de VLAN. On veut prendre un VLAN qui sert à rien, qui va juste être le VLAN natif, c'est tout. Il sert à rien d'autre. Moi, je l'ai appelé VLAN 117, je l'ai appelé native, puis ben, je vais l'attribuer sur mes trunks. Je ne parlerai pas tout de suite des concepts de sécurité en détail, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Bien, s'assurer qu'on ne négocie pas. On fait des trunks manuels. On va activer switch port non-negotiate pour dire on ne veut pas négocier les trunks. Puis, on va aller autoriser les VLAN. Normalement, qu'est-ce que je vais faire? OK? Ben, une fois que j'ai créé mes VLAN, j'ai attribué mes ports, ben, je vais aller faire interface range. OK? Là, je pourrais faire euh, toutes les interfaces trunk que j'ai. Dans mon cas, c'est des interfaces différentes, mais je vais les faire individuellement. F0/2, switch port mode trunk, port trunk, native VLAN. Je vais mettre 117. Ensuite de ça, ben, il faut que je spécifie les VLAN autorisés. Switch port trunk, allowed VLAN. Et là, moi, je vais mettre 10, 20 et 100. Pourquoi juste 10, 20 et 100? Pensez 2 minutes. VLAN 10, c'est pour un PC. Je veux qu'il puisse passer ses trunks. Je veux qu'il puisse aller parler aux autres switches puis se rendre aux autres appareils. 20, même principe. Puis VLAN 100, ben, c'est le management. Je veux qu'il passe sur les trunks. Mais VLAN 69, c'est un trou noir, c'est un VLAN qui ne sert à rien. Je ne veux pas le mettre sur les trunks. Je ne veux pas que le monde qui sont dans ce VLAN-là puisse parler au travail des autres commutateurs. C'est un VLAN bidon pour que les gens qui se branchent sur un port qui n'est pas configuré aient accès à rien. C'est un trou noir. Je ne le mets pas sur le trunk. Puis le VLAN 117 natif, je ne le mettrai pas dans la liste des VLAN autorisés, c'est le VLAN natif. Fait que, aussi simple que ça. Fait que allowed VLAN 10 Vincent. Je mets une description si je veux. Je pourrais appeler ça trunk R2, le trunk S1, excuse-moi. Fait que ça, c'est le trunk vers S1, et ainsi de suite. Je vais aller te montrer rapidement do show run qu'on a fait. Ben voici. Ça, c'est pour le port F01. Tu peux ignorer les mécanismes de sécurité. On va en parler dans une autre vidéo, mais switch port access, switch port mode access, switch port non-negotiate, that's it. Pour le trunk, qu'est-ce que j'ai fait? Description, switch port, trunk native VLAN 117, switch port trunk allowed VLAN, seulement les VLAN qui devraient passer au travers de la switch. Puis switch port mode trunk, puis non-negotiate. Pourquoi non-negotiate? Ben, je ne veux pas qu'on négocie un trunk, je veux que ce soit un trunk manuel, c'est tout. Logiquement, tu ne veux jamais négocier un trunk. Je ne sais pas pourquoi c'est ce qu'on vous parle encore de DTP puis de Dynamic Trunking Protocol. Il n'y a aucune raison que tu devrais faire un trunk automatique. Okay? Genre aucune. Même avec un fournisseur d'accès Internet, tu devrais dire au fournisseur, hey,
donne-moi les paramètres, je vais le configurer. OK? Bref, ça pour dire, ça m'érisse le poil quand j'entends du monde dire on va mettre négociation de trunk automatique. Même chose pour un port axial. Fait que j'ai fait ça. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est mon interface VLAN pour la gestion, puis pour avoir une adresse IP, puis ma passerelle par défaut. Do Showrun, je vais aller vous montrer ce que j'ai configuré. On va voir à la fin. Interface VLAN 100, description management, IP address, j'ai mis 10.0.100.102 parce que c'est la switch 2, 101 pour la switch 1, 103 pour la switch 3. Le IP default gateway, c'est 10.0.100.1 qui est euh, un des routeurs. On va en reparler tantôt de ça. Fait que that's it pour la Switch 2. Je fais la même chose sur la Switch 3 puis sur la Switch 1. Là, la Switch 1, j'ai une petite différence, c'est qu'il faut que j'aille configurer mes trunks pour être capable de faire du router on a stick. Si je fais Show Interface Trunk, on va voir que j'ai quelques interfaces trunk. F02, F03, fait que F02 vers la Switch 2, F03 vers la Switch 3, j'autorise le VLAN 10, 20%. Et G01 et G02, fait que les liens vers les routeurs pour faire du router on a stick, j'autorise les mêmes VLAN. That's it. C'est juste 10-20% qui devrait passer au travers de notre topologie. Donc, ça, c'est pour les switches. OK? Puis j'ai une interface de gestion, interface VLAN 100, puis j'ai un default gateway. N'oublie pas, ça, c'est une autre affaire que je vois beaucoup d'étudiants encore aujourd'hui à la fin du CCNA qui me disent Monsieur, default gateway, je mets ça où? Ça switch? Combien j'en mets? Il n'y a pas une question de combien j'en mets. Là. Une switch de couche 2, c'est stupide. Si elle a une adresse IP, c'est une interface VLAN, c'est juste pour la gestion. La seule raison qu'une switch de couche 2 a besoin d'une adresse IP, c'est pour qu'on puisse le gérer à distance ou faire des pings ou des tests réseau. Il n'y a pas d'autre raison. Ça ne fait pas de routage, ça ne fait rien d'autre. Une switch stupide, une switch de couche 2, a besoin d'une adresse pour être gérée SSH, Telnet à distance. C'est juste pour ça que tu en as besoin d'un IP. Ben, pour être capable de quitter le réseau, elle a besoin d'une passerelle par défaut. Fait que ça va être une adresse dans le même VLAN ou relié au routeur euh, qui est associé ou le plus près de cette switch-là. OK? Fait que, si j'ai pas de passerelle par défaut, qu'est-ce qui va se passer? Pensez logiquement comment ça marche, la couche 2, couche 3, l'encapsulation, le routage que tu as vu en réseau 1. Si tu essaies de faire SSH à la switch, à l'extérieur, via l'extérieur du réseau, fait que disons que je prends mon serveur DHCP pour me connecter à la switch via SSH. On invente. Je sais que ce n'est pas un vrai scénario. Ben lui, il va faire que SSH, on avait dit que la switch, elle avait l'adresse, on va aller voir, 10.0.100.101. Fait que là, il fait SSH 10.0.100.101. Là, il arrive au routeur. Le routeur va se rendre ici, disons. Puis là, il arrive à la switch. Puis là, la switch dit Hey, OK, j'ai une connexion. Là, il veut répondre pour pouvoir initier la connexion SSH. Lui, s'il n'y a pas de passerelle par défaut, il ne sait pas où se rendre. Il ne sait pas comment répondre. Il ne sait pas comment quitter le réseau. Pour quitter le réseau, il a besoin d'une passerelle par défaut comme un PC. Fait que tu vas te rendre à la switch. Mais la switch ne pourra pas répondre à quelqu'un à l'extérieur du réseau. Fait que si tu veux pouvoir gérer ta switch depuis l'extérieur du réseau ou faire des tests depuis l'extérieur du réseau de cette switch-là, tu dois avoir un IP default gateway sur la switch. Donc, si je fais un show run, je vais te le montrer. La commande, elle est en bas à la fin. IP default gateway 10.0.100.1 qui est l'adresse du routeur dans ce sous-réseau-là. That's it sur les trois switches. Maintenant, rapido presto, on va aller voir les routeurs. Là, les routeurs, on a parlé du routage qu'ils vont avoir besoin, puis on va aller voir les interfaces puis les configurations qu'on a faites. Le routeur, super simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai configuré une adresse, trois sous-interfaces sur chacun des routeurs et l'interface série plus le routage. Allons voir ça. C'est un show run. OK, on va aller voir les interfaces. C'est l'interface G000. C'est l'interface qui va vers la switch 1. On roule euh, du router on a stick. Donc, j'ai juste mis une description, no IP address, no shutdown. Après ça, j'ai fait G00.10, .20 puis .100, les trois VLAN qu'on veut pouvoir router au travers. Donc, je mets une description, encapsulation .1Q, le nom, le numéro du VLAN associé, et je vais mettre l'adresse IP, puis that's it. Oublie Standby, oublie l'IP Helper, on va en parler dans une vidéo subséquente, mais on fait du HSRP, puis on a besoin de IP Helper. Fait qu'IP address 10.0.10.2 et sur R2, j'ai mis .3 et j'ai fait la même chose pour le VLAN 20 et pour le VLAN 100. 100.2, 100.3, 20.2, 20.3, 10.2, 10.3. That's it.
Les interfaces séries, si on va voir ça, ben, tu peux voir, j'ai fait un lien série vers le ISP, la ASP en haut ici. L'adresse IP, j'ai donné 10.0, 172.16.10.2 ici, 172.16.10.1 en haut. De l'autre côté, 172.16.10.5 et 0.6 sur routeur 2. That's it. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai mis mes adresses, donc shutdown, tout ça, tout ce qui me reste à faire, c'est mes routes. Qu'est-ce que j'ai fait comme route? On peut aller le voir. OK, show, run, type, include, IP route. OK. Hem, j'ai juste fait une route. Logiquement, je l'expliquerai pourquoi, mais il va m'en manquer une, c'est sûr. Tu vois, sur le routeur 1, j'ai fait une route qui dit 192.168.10.0, le masque, le bon masque, fait que pour rejoindre le réseau ici en haut, et j'ai mis via 172.16.10.1. Logiquement, c'est pas redondant ce que je viens de faire, c'est pas l'idéal. Je devrais mettre peut-être une deuxième route pour passer par routeur 2, mais pour les fins de la cause, j'ai juste fait une route qui dit si tu veux rejoindre 192.168.10.0/24, le réseau que je ne connais pas, tu vas le faire via l'adresse du tronçon suivant. N'oublie pas le routage statique, comment ça marche. Tu spécifies le réseau que tu veux rejoindre et via quel voisin ou quelle interface tu veux y accéder. C'est la seule manière qu'un routeur peut faire du routage. J'ai fait la même chose sur routeur 2, mais j'ai mis l'adresse OK, showrun pipe include IP route. J'ai mis l'adresse 10.5, fait que 192.168.10.0 via 172.16.10.5 qui est l'interface ici. Et sur le routeur en haut, qu'est-ce que j'ai comme route? Ben, on va aller voir. Show IP route ou show run, type, include. On va aller voir les routes, la table de routage après. Include, IP route. Et voilà, là, j'en ai un peu plus sur lui. Pourquoi? Ben, parce que j'ai besoin de chemins redondants à cause de HSRP. Je vais en parler dans une autre vidéo, mais voici ce que j'ai fait. IP route 10.0.10.0, 10.0.20.0 puis 10.0.100.0. J'ai trois routes via routeur 1 ou routeur 2, je vais en parler. Puis j'ai des routes flottantes secondaires de secours pour aller vers routeur 2 ou routeur 1 dans le cas échéant, où est-ce que l'un ou l'autre n'est pas le routeur ou le chemin principal. Je vais tout expliquer ça dans la prochaine vidéo. Est-ce qu'on va parler de HSRP, DHCP? Mais ça ressemble à ça le setup. OK? Si je fais un petit show IP route rapidement, show IP route, OK? On peut voir que j'ai diverses routes. Sur le routeur, OK, ISP, j'ai trois routes statiques. Ça fait du sens. Pourquoi? J'ai une route pour le VLAN 10, 20 et 100 et le reste, c'est toutes des C ou des L. Pourquoi? Parce que j'ai le réseau directement connecté 192.168 et j'ai l'interface point .1 qui est moi-même. J'ai une route directement connectée pour 172.16.0 qui est le réseau directement connecté, et 16.1 local parce que c'est mon interface. Et la même chose pour 172.16.10.4 ici pour le réseau directement connecté vers R2 et un L pour l'interface. Je te rappelle bien rapidement, pourquoi est-ce que tu vois un C et un L pour chaque réseau ou interface du routeur? Le routeur, comment il marche? Il y a une route C directement connecté pour le réseau auquel il est branché parce qu'il connaît le réseau. Pas besoin d'une route, il le connaît, il est branché dans ce réseau-là. Il y a un L pour son interface. Comme ça, lui est capable de faire distinction entre parler à son interface directement ou rejoindre le réseau auquel il est branché directement. Fait que une pour l'interface locale et une route directement connectée pour le réseau auquel il est branché. Fait que tu vois un C, un L pour chaque interface ou réseau directement connecté et les routes statiques que j'ai configurées. Sur R1, je vois la même chose. Je vois IP route, je vois des CPDL pour chaque sous-interface et je vois une route statique qui est pour me rendre vers le serveur DHCP. Fait que si je voudrais terminer mon setup, tout ce qui me manquerait, c'est une route pour rejoindre le réseau ici. On pourrait le faire. On va aller le faire ensemble rapidement. Fait que sur R1, je vais faire IP route 172.16.10.4, 255.255.255.252 via quoi? Ben, via l'interface ici, l'adresse du routeur ISP 172.16.10.1. Et je vais faire pratiquement la même route sur routeur 2. Hein, on fait, puis on va aller la coller, puis on va aller l'ajuster. Fait que ça va être 172.16.10.0. Et là, ça va être via 172.16.10.5. Et voilà. Là, si je fais show IP route, je devrais avoir deux routes statiques maintenant. Logiquement, tu vois, j'en vois une ici, une statique pour le réseau adjacent série et une pour 192.168.10.0. That's it. On arrête ça là.
Prochaine vidéo, gang, on va parler du spanning tree rapidement. On va parler du DHCP, HSRP en détail. Puis après ça, dans une autre vidéo, la sécurité. J'espère que ça t'a donné un coup de main. On se retrouve dans la prochaine vidéo.